Bonjour, c'est Éric Pruvot. Vous regardez Math plus 1, une chaîne consacrée aux cours de mathématiques et à la vulgarisation scientifique. Ceci est un épisode de la série Cours de maths, saison 4, niveau Bac plus 1. Épisode 24, il est question de dérivabilité. Nous avons déjà parlé de la notion de dérivée dans l'épisode 19, consacré à l'analyse. La notion de dérivée émerge au XVIIe siècle. Première partie, notion intuitive de dérivée. Le calcul différentiel vise à approximer une fonction f au voisinage d'un point A par une fonction plus simple. Le calcul différentiel englobe les notions de dérivée et de différentiel et bien d'autres choses encore. Le calcul infinitésimal se décompose en calcul différentiel, dont il est ici question, et de calcul intégral qui sera traité dans d'autres épisodes. D'où vient la notion de dérivée? Soit C la courbe d'une fonction donnée par l'expression y égale f de x. Quelle est la pente de la courbe en chaque point? Cette pente est appelée tangente, du latin tangere, toucher. Sur cet exemple, on a représenté en orange la courbe représentative d'une fonction, en blanc la tangente, et en A le point en lequel la tangente est dessinée. Pourquoi se préoccuper de la tangente? Pourquoi calculer une tangente? Les calculs astronomiques, à l'époque des lois de Newton, la recherche des extrémas d'une fonction, l'élaboration de lunettes astronomiques, la création d'horloges, les notions de vitesse, d'accélération, toutes ces notions ont conduit au XVIIe siècle à définir de manière plus fine la notion de tangente et de dérivée. Comment calculer une tangente à une courbe? Prenons le cas d'une droite. La droite est représentée par une équation de type y égale ax plus b. Le point M a pour coordonnées x et y, le point M' a pour coordonnées x plus delta x et y plus delta y. Partons des deux équations suivantes. Y égale ax plus b, et pour le point M', nous obtenons y plus delta y égale a facteur de x plus delta y plus b. En développant l'expression de droite, nous obtenons x plus delta y égale ax plus a delta x plus b, ce qui nous donne, après simplification, delta y égale a delta x. Finalement, nous obtenons que le rapport delta y sur delta x, que l'on appelle le taux d'accroissement, est égal à petit a. Comment calculer une tangente à une courbe? Cas d'une parabole. Nous partons de l'équation y égale x carré. Au point M', nous obtenons y plus delta y égale x plus delta x au carré. En développant l'expression de droite, nous obtenons x plus delta y égale x au carré plus 2x delta x plus delta x au carré. En utilisant les deux équations, nous obtenons delta y égale 2x delta x plus delta x, le tout au carré. Ce qui nous donne, après simplification, delta y sur delta x égale 2x plus delta x. Quelles sont les grandes étapes de l'élaboration de la notion de dérivée? Eh bien justement, c'est l'objet de la prochaine partie. Deuxième partie, les grandes dates de l'histoire des dérivées. Pierre de Fermat a joué un rôle considérable. C'est l'un des génies du XVIIe siècle. Il précède Newton et Leibniz et il est en partie à l'origine du calcul différentiel. Il préfigure la notion de dérivée pour trouver les extrémas des fonctions polynomiales. La méthode des maximis et minimis permet de déterminer les tangentes aux courbes des fonctions polynomiales. Le nom de dérivée, la notion de dérivée, est très liée à celle d'Isaac Newton. Il a une vision relativement physique, plus physique que mathématique. Il parle de fluxion, vitesse à laquelle une quantité variable varie au cours du temps. La vision de Newton est cinématique. Soit x une variable, Newton note x point sa fluxion. L'autre grand nom resté dans l'histoire, à l'origine de la notion de dérivée, c'est Leibniz. Il a une vision plus mathématique que celle de Newton, il utilise les infiniment petits. En effet, il fait tendre delta x et delta y vers 0. Il introduit la notation dy et dx, des variations infinitésimales autour des variables y et x. Lagrange est un autre auteur important dans l'histoire des dérivées. C'est un adversaire des infiniment petits de Leibniz. Il introduit le terme dérivée et les notations avec des primes, y' égale f' de x. Cette notation avec des primes sera vite adoptée par les mathématiciens, alors que la notation dy sur dx sera réservée aux physiciens. C'est l'introduction de la notion de limite qui permettra de donner une définition rigoureuse de la dérivée. Les noms de d'Alembert et de Bolzano jouent un rôle important. Faisons le point sur les dates. 1684, Leibniz introduit les notions de différentiel, des variations infiniment petites. Il transforme les variations relativement importantes delta x et delta y en variations infinitésimales, les différentiels dx et dy. Newton introduit la notion de fluxion et note x point, notation qui sera plus tard abandonnée. D'Alembert définit la notion de limite.
Lagrange introduit la notation prime et Bolzano, au travers des définitions avec des epsilon et des delta, permettra d'écrire les limites de façon rigoureuse. La notion de limite permet aujourd'hui de définir la continuité et la dérivabilité. Quelle définition de la dérivabilité utilise-t-on aujourd'hui? Eh bien, entrons enfin dans le vif du sujet. Troisième partie, définition et propriétés de la dérivée. Commençons par la notion de dérivée en un point. Définition. Soit f une fonction de i, un intervalle de R, dans R. On dit que f est dérivable en un point A qui appartient à i, si la limite lorsque x tend vers A, avec x différent de A, de f de x moins f de A sur x moins A existe et est finie. Lorsque la limite existe et qu'elle est finie, on note f' de A, la dérivée au point A. On note également df sur dx de A, cette même dérivée. Cette quantité est encore appelée le nombre dérivé de f en A. La limite peut également s'écrire limite lorsque petit h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Et bien évidemment, on conserve les notations f' de A et df sur dx de A. Proposition. Si une fonction f est dérivable en un point A, alors elle est continue en ce point. Attention, piège, la réciproque est fausse. Exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Voilà qui va nous permettre d'introduire les notions de dérivée à droite et à gauche. Prenons le cas de la valeur absolue. Limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers 0 par la droite, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à limite lorsque x tend vers 0 plus de valeur absolue de x sur x. On remplace valeur absolue de x par x puisque x est positif. Cela nous donne limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur x, quotient qui vaut 1. Prenons le cas de la limite à gauche. Limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 moins de valeur absolue de x sur x. Mais cette fois-ci, comme x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. On obtient donc moins 1. La limite du taux d'accroissement de la fonction valeur absolue en 0 admet donc des valeurs différentes à droite et à gauche. 1 à droite et moins 1 à gauche. On dit que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Par contre, elle admet une dérivée à gauche et une dérivée à droite. Abordons maintenant le cas non plus de la dérivée en un point, mais de la dérivée d'une fonction sur un intervalle. On parle de fonction dérivée. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R et allant vers R, on dit que f est dérivable sur l'intervalle i si f est dérivable en tout point de i. On appelle fonction dérivée de f la fonction f' qui va de i dans R et qui à x fait correspondre f' de x. Regardons maintenant les propriétés de la dérivée. Si on multiplie une fonction u par une constante lambda et que l'on veuille en calculer la dérivée, on obtient lambda u'. Seconde propriété, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Pour le produit, c'est un petit peu plus compliqué. La dérivée du produit, la dérivée de uv, c'est u'v plus v'u. Dérivée du quotient, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u, le tout sur v carré. On dispose également d'une propriété pour la composition de deux fonctions. Si on calcule la dérivée de g rond f, on obtient g' de f multiplié par f'. Il existe également une propriété relative à la notion de fonction réciproque. Si f est une fonction bijective d'un intervalle i sur j, est dérivable sur i, alors f-1 est dérivable pour tout y appartenant à j, tel que f' de f-1 de y est différente de 0, et une formule nous donne la dérivée, f-1' en y, c'est 1 sur f' de f-1 de y. Maintenant que nous avons défini la notion de dérivée en un point, la notion de dérivabilité sur un intervalle, les propriétés principales de la dérivée, nous allons utiliser la dérivée dans différents contextes. Quatrième partie, application de la dérivée. Commençons par la relation entre la dérivée et la monotonie d'une fonction. Voici un théorème très important qui montre les relations qui existent entre la monotonie d'une fonction et le signe de sa dérivée. Théorème. Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle i. Alors, premièrement, f' de x est égal à 0 sur i si et seulement si f est constante sur i. Deuxièmement, f' de x supérieur ou égal à 0 sur i si et seulement si f est croissante sur i. Et troisièmement, f' de x inférieur ou égal à 0 sur i si et seulement si f est décroissante sur i. Notez bien que dans ce théorème, on dispose de trois équivalences logiques. Prenons la propriété numéro 2. f' de x supérieur ou égal à 0 sur i si et seulement si f est croissante sur i. On aurait pu dire f' de x supérieur ou égal à 0 sur i équivalent à f est croissante sur i.
Ce qui veut dire que si f' de x est supérieur ou égal à 0 sur i, alors f est croissante sur i, et que la réciproque est vraie également. Si f est croissante sur i, alors f' de x est supérieur ou égal à 0. Ce théorème dispose de deux autres propriétés, mais qui comportent un piège. Les voici. Quatrième propriété. Si f' de x est supérieur strictement à 0 sur i, alors, et non pas si et seulement si, f est strictement croissante sur i. Et cinquième propriété, si f' de x est strictement inférieur à 0 sur i, alors, et non pas si et seulement si, f est strictement décroissante sur i. La réciproque des propriétés 4 et 5 est fausse. Prenons l'exemple de la fonction qui à x fait correspondre x cube, f est strictement croissante sur R, alors que f de 0 vaut 0. Continuons par quelques pièges sur ce théorème. En ce qui concerne les propriétés 1, 2 et 3, il faut que i soit un intervalle, sinon les réciproques deviennent fausses. Par exemple, la fonction partie entière, sa dérivée est nulle partout, mais la fonction n'est pas constante. Il existe également une relation, vous vous en doutez bien, entre la dérivée et la tangente. Proposition. Si f est dérivable en un point A, alors la courbe représentative de f admet une tangente au point d'abscisse A d'équation y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Il existe également une relation entre la dérivée et les extrémas d'une fonction. Proposition. Soit f une fonction d'un intervalle i de R vers R, dérivable en un point A de i rond, c'est-à-dire l'intérieur de i, au sens topologique du terme. Premièrement, si f admet un extrémum local en A, alors f' de A est égal à 0. Deuxièmement, si f' de A est égal à 0, le point de coordonnées A, f de A est appelé point critique. Attention, là encore, il y a un piège. La réciproque de ce théorème est fausse. f' de A égale 0 n'implique pas que f admette un extrémum local en A. Autrement dit, un point critique n'est pas obligatoirement un extrémum. Il faut donc retenir que point critique n'entraîne pas extrémum local, mais qu'un extrémum local est forcément un point critique. Voici un exemple qui illustre cette situation. Prenons le cas de la fonction qui à x fait correspondre x cube, et regardons ce qui se passe en 0. En 0, f' de 0 est égal à 0. Nous avons affaire à un point critique, mais ce n'est pas un extrémum. Cinquième partie, les dérivées à connaître. Commençons par un calcul de dérivée. En général, vous n'aurez pas à faire ce type de calcul. Considérons la fonction qui à x fait correspondre sinus x, et tentons de calculer sa dérivée. Le taux d'accroissement est égal à sinus de a plus h moins sinus a sur h, avec h différent de 0. Développons sinus a plus h. Nous obtenons sinus a cosinus h plus sinus h cosinus a. Le dénominateur est donc sinus a cosinus h plus sinus h cosinus a moins sinus a sur h. Remarquons que le terme sinus a est présent de part et d'autre du signe moins. Nous pouvons donc le mettre en facteur. Nous obtenons un taux d'accroissement delta égal à sinus a facteur de cosinus h moins 1 sur h plus cosinus a sinus h sur h. Cosinus h moins 1 est équivalent, d'après l'épisode précédent, à moins 1,5 de h carré. Ce qui veut dire que cosinus h moins 1 sur h est équivalent à moins 1,5 de h carré sur h, c'est-à-dire à moins 1,5 de h. Par conséquent, sinus a multiplié par cosinus h moins 1 sur h est équivalent à moins 1,5 de h, sinus a, terme qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Prenons maintenant la partie verte, sinus h sur h. Là encore, d'après le cours sur les équivalents, nous savons qu'en 0, sinus h est équivalent à h. Par conséquent, sinus h sur h est équivalent à h sur h, terme qui tend vers 1 lorsque h tend vers 0. Conclusion, la dérivée de sinus au point A est égale à cosinus de A. Regardons maintenant les dérivées qu'il faut connaître par cœur. Alors non seulement il faut connaître ces dérivées par cœur, mais il est très important de connaître également le domaine de dérivabilité. La fonction qui à x fait correspondre x puissance n est dérivable sur n, et sa dérivée vaut n x puissance n-1. Par contre, la fonction qui à x fait correspondre x puissance alpha avec alpha un réel, a comme dérivée alpha x puissance alpha moins 1, jusqu'ici tout va bien, mais attention, son domaine de dérivabilité c'est r plus étoile. Grâce à cette formule, nous obtenons les dérivées de 1 sur x, racine carrée de x, etc. L'exponentielle, c'est la dérivée la plus facile à connaître. La fonction qui à x fait correspondre exponentielle de x est dérivable sur r, et sa dérivée, c'est tout simplement elle-même. Le logarithme, il est dérivable sur r plus étoile, et la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Si nous prenons un logarithme en base quelconque, logarithme de a de x a comme dérivée 1 sur x log de a, domaine de dérivabilité r plus étoile. Fonction valeur absolue.
La dérivée de valeur absolue, c'est x sur valeur absolue de x, domaine de dérivabilité R étoile. Trois fonctions hyperboliques à connaître si c'est à votre programme. La dérivée de cosinus hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x. La dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique, domaine de dérivabilité R tout entier. La dérivée de tangente hyperbolique de x, c'est 1 sur cosinus carré hyperbolique de x, soit encore 1 moins tangente hyperbolique carré de x. Voyons maintenant les fonctions de trigonométrie circulaire. Cosinus x a pour dérivée moins sinus x. Sinus x a pour dérivée cosinus x, domaine de dérivabilité R tout entier. Tangente a pour dérivée 1 sur cosinus carré ou encore 1 plus tangente carré de x. Attention, il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi. La cotangente a comme dérivée moins 1 sur sinus carré x ou encore 1 plus cotangente carré de x. Attention, il faut que x soit différent de kpi. Arcsinus a comme dérivée 1 sur racine de 1 moins x carré. Ceci étant valable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. La fonction qui à x fait correspondre arc cosinus x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 et a comme dérivée moins 1 sur racine carrée de 1 moins x2. La fonction qui à x fait correspondre arc tangente de x a comme dérivée 1 sur 1 plus x carré. Fonction hyperbolique inverse, ce n'est pas au programme de toutes les filières. Argument sinus hyperbolique de x a comme dérivée 1 sur racine de 1 plus x carré, valable sur R. Argument cosinus hyperbolique de x a comme dérivée 1 sur racine carrée de x carré moins 1 sur le domaine de dérivabilité ouvert 1 plus l'infini. Et l'arc tangente hyperbolique a comme dérivée 1 sur 1 moins x carré, domaine de dérivabilité, intervalle ouvert moins 1, 1. Peut-on dériver une dérivée? Sixième partie, dérivée successive. Notation. On note f puissance entre parenthèses n, la dérivée d'ordre n de la fonction f. Par convention, f puissance entre parenthèses 0, c'est f. On a donc f puissance entre parenthèses 1 qui n'est autre que f', et f puissance entre parenthèses 2 qui n'est autre que f seconde, la dérivée seconde. Définition. On dit qu'une fonction f est de classe Cn sur un intervalle i si f est dérivable n fois sur cet intervalle et si f d'ordre n est continu sur i. Deuxième définition, on dit que f est de classe C infini si f est de classe Cn pour n entier. La formule de Leibniz nous donne la dérivée énième du produit de deux fonctions, soit f et g, deux fonctions de classe Cn sur un intervalle i. Alors le produit fg est également de classe Cn, et la dérivée énième du produit est donnée par la formule somme de k égale 0 à n du coefficient binomial nk, multiplié par la dérivée km de f, multiplié par la dérivée n-km de g. Prolongement de classe ck, soit f une fonction de classe ck sur un intervalle i privé du point A. Si quel que soit i appartenant à l'intervalle entier 0k, la limite lorsque x tend vers a de la dérivée im de x est égale à une certaine limite Li réelle, alors f admet un prolongement de classe ck sur i. Dans le prochain épisode, nous allons continuer à parler de dérivées. Nous allons aborder de manière globale ce que l'on appelle le calcul différentiel, et nous verrons entre autres les théorèmes de Rolle et le théorème des accroissements finis. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.